Rapidement pour me présenter, je m'appelle Benoît, j'habite à Toulouse et je suis notamment formateur au CS de Nérac. Voilà, alors à Nérac on s'amuse bien avec les jeunes. J'espère que vous aussi vous vous amusez en formation avec vos formateurs. Je suis déçu, en tout cas je représente Nérac pour vous, avec vous aujourd'hui. Et dommage qu'il ne soit pas là, je ne sais pas si Dame Jean sera là aussi. Mais voilà, toujours est-il qu'on s'amuse bien à Nérac actuellement. On s'amuse bien à Nérac, mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de DCS, quoi. Mais un petit peu en lien, je vais vous parler des champignons qui font peur. Les champignons qui font peur, les vrais champignons qui tuent les arbres et tout ce qui traîne autour d'eux, quoi, évidemment. Alors, avant de parler de champignons, je voulais vous demander si vous aimiez le chocolat. Bon, c'est pas une question. Évidemment, tout le monde aime le chocolat. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous si vous aimez le chocolat. Parce qu'en 2012, il y a un Suisse qui a publié un document scientifique qui s'appelle « Consommation de chocolat, fonction cognitive et prix Nobel ». Et donc, dans sa publication de 2012, il a démontré que plus un pays mange de chocolat, plus il a de chances d'obtenir un prix Nobel. Alors, vous voyez par exemple la Suisse tout en haut, ils sont quasiment à 12 kg de chocolat par an et par personne, et ils sont à une trentaine de prix Nobel, quoi. Voilà. Pour la France, on se trouve voilà, 6 kg de chocolat par an et par habitant, et ouais, un peu moins de 10 prix Nobel, quoi. Alors, est-ce que vous pensez que le chocolat rend plus intelligent? Alors, c'est pas une question. Non, je rigole. C'est pas une question parce que c'est complètement bidon. C'est une fausse corrélation. Et ce bon vieux France, ce Suisse, a fait exprès de publier cette publication. C'est un humour de scientifique. Ça n'a juste rien à voir. Il a juste publié ça pour des raisons scientifiques, notamment. Il critiquait le fait que les papiers ne sont pas très bien relus par des gens, etc. Et qu'on peut publier un peu tout et n'importe quoi. Et tout est finalement accepté facilement à partir du moment où, évidemment, il y a deux choses qui ont l'air de se corréler. Donc là, en l'occurrence, le nombre de chocolats et le nombre de prix Nobel, c'est évident qu'il y a un lien entre les deux, quoi. Alors, des évidences comme ça, on en a eu plusieurs récemment. Par exemple, en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un truc un peu spécial. Et en 2020, il y avait un Italien qui a fait une corrélation très intuitive. Il a dit, comme par hasard, les endroits où il y avait le plus d'antennes 5G, où là où la 5G a été le plus déployée en France, c'est exactement là où il y avait les foyers de contamination du Covid, quoi. Comme par hasard, quoi, vous n'êtes pas dit, quoi. Évidemment que c'est lié, quoi. Alors, est-ce qu'on peut tout le temps déduire que deux choses sont liées? Alors, pourquoi alors, lui, il était convaincu que c'était les antennes 5G qui apportaient le Covid, quoi. Bon, c'est juste qu'on a déployé les antennes 5G d'abord dans les villes où il y avait le plus de personnes concentrées, le plus d'habitants, et c'est là aussi qu'il y a les foyers de contamination les plus élevés. Voilà, dès qu'on rassemble beaucoup de personnes, la contamination peut augmenter, quoi. D'ailleurs, j'espère qu'on n'a pas tous la grippe aujourd'hui, parce que sinon, on risque de tous la choper. Donc voilà, ça c'est une fausse corrélation. Il ne suffit pas de poser les deux cartes l'une à côté de l'autre pour dire que l'une est la cause de l'autre, ou inversement, quoi. Ok, c'est à peu près du même raisonnement que de dire dès qu'il pleut, j'observe qu'il y a des grenouilles, après la pluie, quoi.
Donc, il pleut des grenouilles. C'est évident. Ça marche aussi avec les escargots, les limaces. Si je vois des limaces après la pluie, bah, c'est qu'il pleut des limaces. Alors des corrélations un peu bizarres, un peu étranges de raisonnement comme ça, un peu à la va-vite, des coïncidences absurdes, il y en a beaucoup. Et par exemple, il y a des Américains qui ont trouvé qu'il y avait deux lignes qui se corrélaient vraiment très proches l'une de l'autre, entre le nombre de noyés dans les piscines et le nombre de films où apparaît Nicolas Cage. Et quand on met les deux lignes l'une à côté de l'autre, c'est pas exactement pareil, mais il y a une vraie corrélation, quoi. Quand il y en a une qui monte, l'autre a tendance à monter, quand il y en a une qui descend, ça descend. Alors, est-ce que c'est une coïncidence, selon vous? Alors, c'est une coïncidence, c'est vrai. Ok, mais ça n'a juste rien à voir. C'est le hasard complet que deux courbes se suivent entre les deux. Il n'y a aucun lien, évidemment, entre les films où apparaît Nicolas Cage et les morts en noyade. Alors, donc une des premières explications pour expliquer une corrélation, c'est le hasard. Okay, et il existe sur le site du Monde, il y a un générateur aléatoire de coïncidences. Et c'est hyper drôle. Alors il y a des cartes, des comptes. Vous pouvez vous amuser. Si vous cherchez sur le net, vous allez pouvoir trouver plein de cartes, de courbes qui coïncident, mais qui n'ont juste rien à voir. Alors, je vous en montre deux exemples. Encore. Ok, donc on a deux cartes. Si on les voit tous les deux, il y a une coïncidence, okay, entre le dépôt de césium-137 après Tchernobyl et l'indice de consommation de Viagra. Okay. Et quand on voit les deux cartes, c'est vrai qu'il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Mais ça n'a juste rien à voir, c'est le hasard. Ok. Ou alors comme le nombre de tornades aux États-Unis et la quantité de cannabis qui est saisie en France par an en nombre de tonnes, quoi. Okay. Les deux courbes sont relativement proches. Et ça n'a juste rien à voir. C'est le hasard. Alors, pour votre information, l'indice de consommation de Viagra en 2016 en Ariège, c'était 137. Sur quoi? Ce qui se situe dans la moyenne environ. Alors, est-ce que le hasard, est-ce qu'il y a tout le temps du hasard, quoi? Il y a des fois, il y a des vraies corrélations dans la vie. Il y a des vraies corrélations, par exemple, entre le nombre de glaces qu'on mange, la consommation de glace, et le nombre de noyades. Alors, c'est réel, hein, tout ce que je vous montre, c'est des vrais chiffres. Hein. Plus la consommation de glace augmente, plus il y a de noyades en France. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout le monde au même endroit. Il fait chaud et c'est ouais, c'est ça. En fait, il manque une variable pour expliquer l'un à l'autre. Okay. Évidemment, c'est la température. Okay. Donc, plus il fait chaud, plus on se baigne, et plus on se baigne, plus on a envie de manger des glaces. Donc là, pour expliquer ces deux corrélations, plus le nombre de glaces augmente, plus il y a de noyades. La troisième info qui manque, c'est évidemment la température qui augmente ou le fait que ce soit l'été. Et donc, corrélation n'est pas causalité. C'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il y a forcément une causalité. Évidemment, ce canard n'a pas éclaté le portail, quoi. En tout cas, ce serait vraiment tiré par les cheveux, quoi. Ce serait un super canard. Bon, mais est-ce que c'est si simple pour les canards? Est-ce que c'est si simple pour nos arbres, quoi? On en vient, finalement. On va pas parler de Viagra toute la matinée. Ok, alors, est-ce que c'est le canard qui a défoncé l'arbre? Pourquoi l'arbre est tombé, quoi? Est-ce que juste voir un champignon sur un arbre, constater qu'il tombe, est-ce qu'on peut simplement déduire que c'est à cause du champignon que l'arbre est tombé, quoi? Ça paraît évident, quoi.
Alors, il y a de nombreuses années, j'étais pas né, il y a un universitaire anglais qui s'est mis un peu à réfléchir à comment pouvoir définir des critères pour définir s'il y a une cause entre les corrélations ou alors si c'est juste le hasard. Et cette personne, c'est Austin Bradford, c'est un épidémiologiste et statisticien anglais. Donc il voulait faire le tri entre les corrélations douteuses et les vraies causes. Et il est surtout très très connu, cette personne, parce qu'en 1965, il a réussi à faire le lien entre le fait qu'on fume beaucoup et, je ne sais pas si vous le savez, et qu'est-ce qui pourrait corréler avec le fait qu'on fume beaucoup? Voilà, l'augmentation de la chance d'avoir le cancer, quoi. Alors pas le signe astrologique, mais le cancer du poumon. Et donc c'est grâce à lui, notamment, qu'on doit... c'est lui qui a prouvé en 1965 que c'est parce qu'on fumait beaucoup qu'on avait que la chance d'avoir un cancer du poumon augmentait. Alors là, ça nous paraît tous une évidence, quoi. C'est évident que si on fume beaucoup, la chance d'avoir le cancer augmente, quoi. Alors, à l'époque, en 1965, c'était pas du tout évident. Je vous assure. Alors c'est lui, Austin Bradford. Et Austin Bradford, il a notamment eu la tuberculose, et il n'en est pas mort. Et il a aussi réussi à trouver avec quel médicament on pouvait soigner la tuberculose. C'était vraiment pas évident, parce que la tuberculose, autant on peut en mourir en quelques mois, et puis parfois ça reste un peu latent, et finalement l'organisme arrive à gérer la tuberculose, et puis on peut très bien vivre toute sa vie, même en ayant eu la tuberculose. Et c'était le cas de Austin Bradford. Et donc c'est lui qui a inventé l'essai clinique randomisé. Je vous passe les détails, mais toujours est-il que quand vous voyez cliniquement prouver ce genre de choses, donc c'est parce qu'on a fait des tests en double aveugle, avec des gens tirés au sort, qui représentent une certaine partie de la population. Bon voilà, bah, c'est lui qui a créé cette manière de pouvoir évaluer les choses, et pour démontrer des liens entre notamment là, le tabagisme et le cancer du poumon. Alors, à la fin de ses travaux sur la tuberculose, sur le cancer et le poumon, il a mis 9 critères de causalité pour savoir si vraiment il y a une causalité entre les corrélations ou si c'est que le hasard, quoi. Alors il en a mis 9. La force de l'association, la stabilité de l'association, la cohérence, la spécificité, la temporalité, le gradient et la vraisemblance. Alors nous, pour nos arbres, on va s'intéresser à 4 critères. On ne sait pas trop. La cohérence, la temporalité, le gradient et la spécificité. Alors on va voir un peu plus en détail, en appliquant ces critères, si on peut faire un lien entre champignon plus arbre égale arbre par terre. Alors avant d'aller un peu plus loin, on va revenir un peu dans le temps, simplement pour faire des petits rappels sur la vie des champignons et des arbres. Alors, les champignons sont apparus sur Terre il y a 1 milliard d'années, okay, les premières mycètes, okay, les tout premiers formes de champignons, 1 milliard d'années. 400 millions d'années, les premières plantes terrestres, okay, 350 millions d'années, les premiers arbres, 210 millions d'années, les premiers angiospermes, donc les feuillus. Donc les champignons et les arbres se connaissent très bien, okay, se connaissent bien, ils ont appris à vivre ensemble depuis des centaines de millions d'années. Donc il n'y a pas eu de champignons qui ont débarqué un jour dans le monde des arbres pour venir tous se défoncer. Ça fait très longtemps qu'ils se connaissent, quoi. Alors dans cette théorie de l'évolution, je voulais aussi, si ça prend trop de temps, hein, si je parle trop, vous me faites signe, quoi. En tout cas, toujours est-il que dans la théorie de l'évolution, on peut aussi faire un petit parallèle avec l'évolution du codite.
Alors, est-ce que vous savez si le codite... alors déjà, est-ce que vous savez par qui a été découvert le processus du codite? Shaigo, effectivement. Ok, c'est Shaigo qui a mis ça à jour. Alors, j'ai travaillé sous Mac et j'ai mis mon présentation sur un Windows. Alors, il y a des photos qui marchent plus très bien. Ok, donc Shaigo en 77, notamment par le fait qu'il a beaucoup disséqué d'arbres, et il a observé ensuite des arbres disséqués, des arbres coupés en deux. Il a proposé de définir le processus du codite comme compartimentation de la pourriture dans le bois, donc decay. Est-ce qu'après lui, vous connaissez un chercheur qui est allé plus loin, ou des chercheurs qui sont allés plus loin dans le codite? Alors, peut-être pas. En tout cas, les prochains, en 1983, c'est Lynn Body et Rainer qui ont écrit un article, à mon avis, très important sur le codite et les arbres, et qu'en France, je ne sais pas pourquoi, on a un peu oublié, en tout cas pas beaucoup lu, et qui a mis à jour une chose très importante dans la défense des arbres. Est-ce que vous savez pourquoi il ne faut pas taouaner les arbres ou les réduire? C'est pas bien, ok. Ouais, ça crée des blessures, en fait, pathogènes, etc. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Le bois, c'est les réserves. Bois, c'est les réserves, c'est vrai. Alors, Lynn Body, en 1983, dans cette étude-là, elle dit le taux d'humidité présent dans le bois, la quantité d'eau présente dans le bois d'un arbre est plus important que n'importe quelle barrière du codite, quoi. Et c'est en maintenant un fort taux d'humidité ou d'eau dans l'arbre qu'on peut réduire l'entrée de pathogènes, etc. Et donc évidemment, c'est le nombre de feuilles qui fait que plus il y a de feuilles, plus il y a de sel qui circule, et le bois est immergé d'eau, et donc ça freine l'évolution des champignons dans le bois. En 2020, ensuite on a Schwartz qui a écrit un bouquin très important sur comment les champignons évoluent dans le bois. Il a fait des tests en laboratoire. Et lui, il a proposé à ce qu'on change le mot, la lettre D du codite par... il est passé du coup de pourriture à damage. Damage, c'est blessure en anglais. Alors c'était la compartimentation de la blessure dans l'arbre. Après, en 2015, il y a un Allemand, Duché Festen, qui a en 2015 fait un document qui s'appelle Le principe du codite, et qui lui a proposé qu'on remplace la lettre D du codite par dysfonctionnel, pour le dysfonctionnel. Et ensuite, en 2020, on a Maurice, on voit pas sa tête, c'est dommage parce qu'il a une bonne tête, qui a fait aussi un très bon document. Et à la fin, Lynn Body, avec son dernier bouquin, là, Fungi Entries, et qui à la fin propose qu'on remplace le D du codite, qui était devenu blessure, puis dysfonctionnel, par drying out, qui veut dire dessèchement. Alors cet article, vous le retrouverez en meilleure forme avec des belles têtes dans la nouvelle lettre de l'arboriculture qui va paraître bientôt, là, qui est la lettre de l'arboriculture spéciale champignons, et avec des explications un peu plus meilleures que celles que je vous donne à l'oral, un peu sur l'évolution de ce codite. En tout cas, toujours est-il que le codite, ça a été découvert il y a très longtemps par Shaigo, mais il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, et on a beaucoup mieux compris la manière dont ce processus fonctionnait. Ok. Ensuite, simplement pour vous rappeler que les champignons se divisent en quatre groupes. Okay, donc on a les mycorhizes associées au bout des racines des arbres. Okay, donc leur rôle, c'est la symbiose fonctionnelle, les échanges nutriments-eau avec l'arbre. Alors ensuite, on a les pathogènes primaires, okay, qui sont capables d'affecter les arbres en bon état. Alors ça, c'est
très rares. Hein. Donc, j'en ai cité quelques-uns, la chambre colorée du platane, la graffeuse de l'orme, l'encre du châtaignier. Qu'est-ce que vous remarquez entre ces champignons? Dispersion par sport, oui, beaucoup de champignons font ça. Voilà, c'est épidémique parce qu'ils sont spécifiques d'une essence. Okay, on appelle ça des pathogènes stricts, c'est parce qu'ils sont stricts d'une essence d'arbre. Ils sont capables de, par exemple, le champ coloré va attaquer le platane, mais pas forcément d'autres arbres, quoi. Ils se spécialisent, et en se spécialisant, ils arrivent d'être un peu plus vénères que les autres. Alors ensuite, on a notre grande catégorie qui représente 95% des champignons, c'est les endophytes et les colonisateurs chroniques, pardon, et qui squattent les parties dysfonctionnelles, qui sont souvent inoffensifs et voire utiles. Et on verra juste après peut-être pourquoi. Comme les cladodermes, Percipiboria, etc. Et en fait, la majorité des champignons qu'on voit souvent s'installent sur du bois qui est déjà dysfonctionnel, qui est déjà exposé à l'air libre, un peu desséché et sans humidité dedans. Et à la fin, on a les champignons foliaires, donc leurs rôles sont variés, souvent passagers, parce qu'une fois que les feuilles tombent, ben, ils sont finis en pareil. Parfois, c'est une espèce. Bon. Voilà. Alors, et donc, depuis Lillebody, l'idée que tout champignon visible est un parasite est aujourd'hui obsolète. Et ça fait longtemps que les Anglais évoluent dans ce paradigme, dans cette idée. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup de très vieux chênes en Angleterre, et ils observent qu'avec le temps, les vieux chênes perdent leur pivot principal, et la partie de bois mort augmente à l'intérieur de l'arbre, et très vite il y a des cavités. Et finalement, il y a beaucoup d'arbres qui profitent des champignons pour perdre un peu de matière à entretenir. Et il y a beaucoup de très vieux chênes qui deviennent creux et ils profitent, en tout cas ils abandonnent des parties aux champignons pour pouvoir, parce que ça a un avantage évolutif de perdre de la matière et que ça le fait moins entretenir. Et a priori, ça les rendrait un peu moins plus souples mécaniquement. Voilà, Lillebody va jusqu'à même inoculer des arbres pour vérifier ce qu'elle dit. Elle fait beaucoup de tests ces dernières années en Angleterre où elle va inoculer des arbres vivants, sains, pour voir la réaction, qu'est-ce que ça fait d'inoculer directement des champignons vivants dans des arbres. Il y a un article passionnant que j'ai traduit dans une de l'agriculture il y a quelques années, que vous pourrez peut-être retrouver. Alors revenons, si vous voulez, aux critères de Bradford, et on va essayer de les appliquer sur nos arbres, avec les champignons. Si ça veut marcher, ça ne veut plus marcher. Ah oui, c'est les quatre gradients. Alors est-ce que, premier gradient, c'est la temporalité. Est-ce que le champignon est toujours la cause primaire d'une dégradation sur les arbres, quoi? Pas forcément, évidemment. Alors parfois, ça peut être la rupture d'une charpentière, okay, comme sur ce Micogoulier. Il y a une grosse charpentière qui s'est arrachée, il y a du bois exposé à l'air sur une partie de son tronc, donc on a des champignons qui viennent squatter tranquillement cette partie dysfonctionnelle. Autre exemple, là on a un hêtre, okay. Donc je ne sais pas si vous remarquez ce qui s'est passé il y a quelques années, il s'est fait ronger un peu les racines par, je ne sais pas, une pelleteuse on va dire. Et donc depuis il y a du Eripilus, donc du gadoderme géant, qui est venu s'installer sur les blessures des racines. Donc voilà, les champignons ne sont pas forcément tout le temps la cause primaire, parfois c'est juste une conséquence opportuniste de milieux favorables à leur installation. Temporalité dynamique, est-ce qu'on peut observer parfois des évolutions de la colonisation d'arbres par des champignons? Donc là, on a une photo de 8 ans plus tard sur un hêtre qui est dont le centre du hêtre est squatté par des gadodermes. Alors au bout de 8 ans, qu'est-ce qu'on observe?
que ça a pris du diamètre, quoi. Les axes ont pris du diamètre, il y a eu un peu de croissance, les colonnes ont un peu grossi, mais ça n'a pas bougé spécifiquement, quoi. 8 ans après, hein, c'est pas mal, hein, je ne sais pas si vous avez déjà attendu 8 ans devant un champignon, pour une photo avant-après au bout de 8 ans, mais ça permet souvent d'avoir des bons avis sur l'évolution. Alors parfois l'évolution n'est pas tout le temps favorable, évidemment. Là, sur cet autre être, ça s'est beaucoup développé. Sur la partie de gauche, c'est quasiment mort. Ok, mais il peut souvent avoir une troisième variable, une quatrième variable, qui fait que c'est juste le champignon qui profite de conditions favorables pour s'installer, et non directement la cause de la dégradation. Ok, là pareil, c'est notre exemple d'une cavité basale sur un chêne, et 13 ans plus tard, bon, la cavité s'est un peu vidée à l'intérieur, les colonnes ont à peine évolué, en tout cas on voit pas beaucoup d'évolution 13 ans après, quoi. Donc la temporalité est un critère à prendre en compte dans ce qu'on doit diagnostiquer sur notre arbre et notre champignon. Alors, autre critère de Bradford, c'est la spécificité. Est-ce qu'il y a des spécificités de relation entre les arbres et les champignons? Alors, il y a un ou 2 ans, avec les élèves en CS, on s'est mis à identifier des arbres, identifier les champignons avec les livres qu'on avait sous la main. Alors, le livre qu'on avait sous la main, c'était le bien connu livre de Raymond Durand, là, Les champignons du bois. Le livre de David Humphries, Fungi on Trees, et le Hello Développement, qui est disponible d'ailleurs gratuitement sur Internet. Et pour le même champignon, donc chacun avait un bouquin et on regardait que disaient les bouquins. Est-ce que tous les bouquins disent la même chose sur les champignons? Comme ça. Eh bien, c'est vrai. En fait, ils ne disent pas du tout la même chose. Alors, on va faire quelques petits tests ensemble de ce qu'on a pu voir, par exemple, avec les CS. Est-ce que vous savez ce qu'est ce champignon? La photo est petite et pas grande. Hein. Il y en a qui reconnaissent, c'est pas les spécialistes des champignons ici, alors, on va prendre nos 3 bouquins pour essayer d'identifier. Et donc, c'est Inonotus driadeus. C'est un Inonotus qu'on voit très fréquemment sur les chênes. Alors, si on regarde ce que dit le livre de Raymond Durand, qui s'appelle Champignons des arbres et du bois, les principaux pathogènes. Donc c'est ici, quoi. 2008. Redoutable pathogène des chênes, parfois des châtaigniers, fréquent sur les vieux chênes. Développe une pourriture blanche très active affectant le bois de cœur. Sa pourriture blanche est redoutable. Les arbres porteurs doivent faire l'objet d'une surveillance attentive. Aucun traitement pour indiquer ce dangereux pathogène. Ça, c'était en 2008. 2004, et le développement, donc ça c'est en Belgique. Donc ça c'était même avant 2008, donc 4 ans avant. Parasite des chênes, le champignon s'installe dans le système racinaire, il se répand d'abord dans l'eau avant d'envahir le bois de cœur, rupture des mains racinaires responsable du basculement des arbres infectés, etc., etc. Alors ils disent quand même que le sondage des mains au pénétromètre permet d'évaluer l'importance de la dégradation. Et en 2021, David Humphries, dans son bouquin, il met que on le voit fréquemment sur les chênes, ça induit une pourriture blanche, mais c'est simplement ça profite. Ça profite sur les parties mortes de l'orbe, fréquemment associées à la formation du contrefort, n'est pas connu comme une cause d'échec des arbres. Et alors, si vous avez la joie un jour de lire ce bouquin, et vous regardez un peu la description des champignons, on va en faire d'autres, je ne sais pas si j'ai le temps. Dans 9 cas sur 10, il y a marqué « n'est pas connu comme une cause d'échec des champignons ». Alors je vous assure que quand on regarde ça la première fois, c'est un peu bizarre quand on est habitué à avoir des parasites qui tuent les arbres. Alors on se pose beaucoup la question. Alors ça c'est des exemples de Inonotus driadeus sur des chênes. Et vous voyez, ils font des gros contreforts. Ils ont leur base qui s'élargit énormément, les mains racinaires qui prennent du diamètre, et ils arrivent à s'adapter pendant souvent très longtemps avec ces Inonotus.
Les Anglais, ils appellent ça les chaînes Tour Eiffel. Alors si vous voulez avoir des exemples de photos sur Google, vous tapez chaîne Tour Eiffel en anglais. Donc c'est des chaînes qui ont été qui sont squattées par des inutus israéliens. Alors autre exemple. Alors est-ce que vous savez ce que c'est comme arbre comme champignon, pardon. C'est un Gallonarium resinaceum. Alors, pareil, hein, donc là, le Raymond Durand, c'est dangereux parasite des chênes, pourriture blanche, humide et active, espèce parasite en disant la pourriture blanche, aucun traitement permet d'éradiquer ce champignon. Et le développement parasite des chênes, et dans le David Humphreys, rarement associé à la rupture de l'arbre. Généralement, ça profite sur les sections mortes de l'arbre. Je vous assure que quand vous faites l'exercice entre les livres, on se demande quel est le vrai, quel est le faux, comment ça se fait qu'il y en a qui ont fait la corrélation directe entre les deux, et d'autres qui disent bah bon, il y a possiblement une corrélation, mais c'est pas la cause. Alors voilà un exemple d'arbre avec du Gallonarium resinaceum, avec des carpophores un peu plus vieux et des carpophores un peu plus vieux. Dernier exemple, ce champignon, c'est le Phélinus pini. On va prendre nos bouquins et on va regarder un peu ce qu'ils disent sur ce bouquin. Alors dans le Raymond Durand, polypore pathogène des conifères et des feuillus, pourriture rouge très active du bois de cœur, ça profite des souches et des champignons coupés ou morts, champignons dangereux pour les arbres atteints. 2004, 4 ans avant, ça profite sur le bois mort, des feuillus et des conifères, plus rarement parasites. L'infection entre le plus souvent par une blessure déjà existante sur l'arbre, comme le Phobitopsis, cause la plupart du temps du matériel mort. Alors là, sur la photo, on le voit, hein, ça squatte un chicot qui a été coupé. On n'a pas coupé le champignon, on a coupé au-dessus du champignon. Et en 2021, David Humphreys dit champignons présents sur les pins, généralement ça profite, mais avec une capacité de coloniser de manière opportuniste des zones dysfonctionnelles du volume de bois, en rayonnant du centre vers le blé, rarement associé à la rupture de la partie de partie. Ok, donc en fait, et ça c'est un exemple de Phélinus pini sur des pins. Donc en fait, moi je me suis posé longtemps la question, mais pourquoi David Humphreys, à chaque champignon, il dit mais c'est pas connu comme une cause d'échec les champignons. Et donc, en fait, ce qu'il a observé avec le temps, et sur Facebook, il est assez actif. Vous pouvez voir pas mal de ses publications sur un groupe Facebook qui s'appelle Arbologie. Donc en fait, il observe que souvent, il y a eu des stress, il y a eu des dysfonctionnements, et en fait, le champignon profite de conditions opportunistes pour s'installer, mais c'est pas lui la cause de l'arbre. C'est juste que l'arbre s'affaiblit, pour plein de raisons, et le champignon colonise petit à petit le bois qui est dégradé. Avant-dernier critère de Bradford pour savoir s'il y a une cause entre deux corrélations, c'est gradient. Ok. Alors, on sait que l'arbre et le champignon se connaissent depuis longtemps. Alors, ce critère, s'il est juste, c'est plus l'exposition augmente, plus l'effet s'intensifie. Ok, alors plus le champignon se développe, plus l'arbre est affaibli. Okay, ce serait tentant de dire ça, parfois c'est vrai, mais c'est souvent risqué. Okay. Par exemple, on a un hêtre encore avec du Meripelus giganteum, donc du Gallonarium géant dessus. Okay. Et donc, est-ce que plus il se développe, plus ce serait problématique? Alors pas forcément, ça dépend de l'état physiologique de l'arbre, mais s'il est en bon état, les hêtres s'adaptent depuis très longtemps à ces champignons et ils vont augmenter, ils vont faire la croissance accrue de leurs pattes racinaires. Donc ils vont avoir des racines qui vont devenir énormes et pour compenser la dégradation qui est située sous leurs racines. Alors dans ces gradients, il y a deux choses à prendre en compte évidemment. Alors, je suis désolé, hein, on ne voit pas hyper bien. Donc c'est les gradients de colonisation fongique. Est-ce que plus il y a
plus il y a de champignons, plus c'est grave. Okay. Est-ce qu'il y a beaucoup de carpophores au même endroit? Quel est le volume de bois dégradé? Est-ce qu'on a un état physiologique de notre arbre qui baisse? Et le gradient de réponse de l'arbre. Okay. Est-ce que mon arbre réagit de plus en plus fortement à l'augmentation des carpophores qu'on peut observer? Est-ce qu'on peut observer des bourrelets qui se mettent en place, des contreforts, de la croissance accrue? Et quand il n'y a pas de réponse, c'est problématique. Alors c'est rare, hein, mais ça arrive. Et comme le cas du champ coloré du platane, le platane n'a pas le temps de répondre, c'est tellement rapide qu'il faut des années avant qu'un arbre puisse répondre. Mais okay, il faut attendre un an avant qu'il fasse une serre de croissance, une serre de croissance, une serre de croissance, pour compenser potentiellement une dégradation. Et donc là, dans le cas du champ coloré du platane, c'est tellement rapide qu'il n'a pas le temps, et du coup, physiologiquement, il meurt, et après, il va tomber, potentiellement. Ok, le dernier critère, c'est la cohérence. Et donc la cohérence, le critère de cohérence de Bradford dit que le raisonnement doit s'accorder avec tous les signes, doit s'accorder avec la biologie de l'arbre, l'écologie du champignon et l'ensemble des signes visibles. Si quelque chose ne colle pas dans le raisonnement global, c'est pas l'arbre qui se trompe, c'est l'interprétation de nos observations qu'il faut revoir. Ok, donc il y a tout un panel de signes à prendre en compte quand on voit une dégradation quand on voit une apparition de carpophores de champignons. Et c'est rarement sans raison. Okay, c'est très rare, ça peut arriver, hein, mais c'est rare qu'il n'y ait aucune raison qu'un champignon s'installe dans un arbre. Donc il faut essayer de trouver pourquoi il s'installait, et puis tout souvent il y a eu une colonne sèche, une partie dysfonctionnelle, une branche arrachée. Et ensuite, on peut commencer à raisonner avec tout ce qu'on peut observer comme signe. Alors, ça, c'est une image de Philippe Trouillet. Il y avait mis plusieurs signes qu'on peut observer. Des bourrelets de renforcement, une prise de diamètre, des contreforts qui s'élargissent, cannelure et ovalisation des axes, et une forme qui fait qu'il s'adapte à la dégradation interne. Alors ça, c'est quand tout va bien. Et puis des fois, il faut mener l'enquête, quoi. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce que c'est comme arbre? C'est un marronnier. Marronnier qui était taillé en tête de chat. Donc taillé en tête de chat, régulièrement entretenu, et dessus, plusieurs champignons. Donc là, il y a un Périniporia ici, un Ganoderme resinaceum ici. Bon, jusque-là, rien d'anormal. C'est tout à fait normal qu'un arbre taillé régulièrement, surtout en tête de chat, il y ait des fructifications. Quoi. Bon, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et lors de l'examen, je me suis dit, bah, je vais quand même... Ah ben, ça marche pas, évidemment. Ah si, peut-être ça marche. Je vais quand même creuser un peu au pied pour savoir où va la dégradation. Et en creusant, je me suis aperçu que c'était bien dégradé. Okay, donc là, on avait un marronnier penché, bien squatté, et en fait, physiologiquement, il n'y avait pas de problème. Il était entouré de gravier. Okay, il y avait une réfection du chemin qui avait été faite il n'y a pas très longtemps. Et physiologiquement, il avait beaucoup ramassé, quoi. Et donc, effectivement, là, je suis allé gratter et j'ai rapidement observé que une grande partie de cette racinaire était dégradée. Et donc là, oui, là, c'est pas cool du tout. Et on va prendre les mesures qu'il faut pour gérer ce lieu avec cet arbre, quoi, à la suite de cette dégradation. Alors voilà, je vais tout doucement aller vers la conclusion. Alors, arbre et champignon, association de causalité, il faut souvent se poser la question. C'est loin d'être une évidence, hein, comme les prix Nobel et le chocolat. Alors, les critères de Bradford transposés à l'arbre sont des balises pour penser, pas des règles pour trancher, évidemment. Donc là, j'ai mis les 4 critères qu'on a vus ensemble. La temporalité. Est-ce que le champignon était là avant l'apparition du symptôme ou de la dégradation? Alors, la limite de ça, c'est que parfois, on ne sait pas qui est venu en premier. Et établir l'ordre des événements, c'est difficile, hein. On a du mal parfois à savoir. La vraisemblance, est-ce que ce champignon est-il connu pour un type de dégradation sur cette essence? Donc là, on peut essayer de faire confiance au bouquin et
il faut être un peu multi-référencé, dans le sens où tous les bouquins ne disent pas forcément la même chose, et ça, c'est pas disponible en français, par exemple. Donc si on reste sur des bouquins donc c'est un bouquin anglais, mais si on reste sur des bouquins en français, on peut avoir une interprétation du champignon qu'on a observé qui peut être vraiment différente. Et la cohérence, est-ce que l'ensemble du contexte, sol, architecture de l'arbre, état physiologique, va dans le même sens que le diagnostic? Le champignon est peut-être un symptôme parmi d'autres, mais pas la cause principale. Il faut observer tous les signes observables sur l'arbre. S'il y a absence de réponse, c'est là où c'est problématique. Et ensuite, le gradient, plus la colonisation est avancée, plus l'arbre semble toucher. La gravité ne dépend pas que de la quantité de bois dégradé, quelles sont les réponses de l'arbre. Et donc c'est tout ça qu'il faut avoir en tête quand on observe un champignon. Alors, je vous propose un peu comme conclusion, allons au plus simple, okay, et allons plutôt vers la complexité. Donc, on ne diagnostique pas un champignon. Il est un indice qu'il faut interpréter dans un ensemble de signes. Diagnostiquer, c'est rentrer dans la complexité d'une relation entre un arbre, son histoire, son site, ses blessures, ses réponses, et parfois le champignon. Okay, donc, ne cherchez pas à diagnostiquer un champignon. Apprenez à diagnostiquer une situation de l'arbre où potentiellement il y a un champignon. Apprenez à voir large, à douter et à penser comme un vivant, j'exagère un peu, mais comme le vivant. Et donc privilégier des interventions adaptées au vivant et à la dynamique naturelle des écosystèmes. Quoi. Parce qu'évidemment, on en a besoin. Quoi. Alors l'antithèse de ça, c'est que parfois les arbres cassent, okay, et peuvent représenter un réel danger. Donc attention à la surinterprétation parfois des réponses de l'arbre qu'on peut observer. Il faut aller vraiment jusqu'au bout du diagnostic si on veut vraiment avoir un avis sur la dangerosité ou sur le fait que l'arbre va casser ou non. Okay. Donc ne soyez pas interventionniste, okay, mais ne soyez pas non plus négligent. Quoi. Okay. Là, il y avait probablement que l'arbre était mort d'ailleurs. Okay, mais là, il y avait toutes les raisons de couper cet arbre. A priori, alors, sans rentrer dans les débats de risque, etc., imaginons que ce soit très risqué, évidemment que ça pose des questions. Voilà. Juste un petit rappel à tous les jeunes qui sont ici, qui vont peut-être bientôt finir leur année. Vous êtes l'avenir de l'arboriculture, même si vous avez des patrons, vous apprenez chez vos patrons, c'est vous l'avenir. Et c'est vous qui avez le plus de retour d'expérience en tant qu'élagueur, parce que vous passez toute la journée derrière un broyeur à couper des arbres, à démonter. Donc moi je vous propose, quand vous avez le temps, de disséquer des arbres, d'observer, de faire la différence entre ce que vous observez à l'intérieur et une fois que vous avez démonté votre arbre, de voir réellement ce qu'il y avait à l'intérieur. Et de faire un peu un avant-après, photo extérieure, et qu'est-ce que vous observez à l'intérieur après la dissection. Ok, je vous laisse un peu sur une phrase, je vais vous laisser sur deux choses. La première, c'est sur une phrase de Luc Perrineau. En l'absence existentielle de la santé, j'ai diagnostiqué beaucoup de maladies. C'était si facile. Donc, okay, c'est très facile de diagnostiquer plein de maladies si on voit plein de champignons. Okay, champignons, maladies, c'est tellement facile quoi, de diagnostiquer plein de maladies avec des champignons. Mais avec le temps et l'expérience, j'ai détecté de plus en plus de non-maladies. Okay, mais avec le temps et l'expérience, peut-être vous allez voir que finalement, vous allez être beaucoup plus cool avec des champignons. Vous allez être capable d'observer des signes que vous n'avez pas forcément observés. Et du coup, entre champignons plus arbre égale arbre par terre, c'est loin d'être une évidence. Et rappelez-vous les images qu'on a vues là, 8 ans après, 13 ans après, on peut avoir du temps entre une dégradation et la vie d'un arbre. Voilà, je vous laisse un peu sur notre dernière image. Ok, les CS ont du talent, ça ce sont des CS du CFPPA de Antibes dans le sud de la France, qui se sont amusés, je trouve ça hyper drôle, à faire des cartes Pokémon de champignons. Donc on a le félin bourrelet, le Phaeolus, l'homme de bœuf, voilà. Donc il y a des moyens aussi assez drôles de s'amuser avec ça. Et éclatez-vous à essayer des outils, alors je parle aussi aux formateurs, des outils pédagogiques qui parlent aux jeunes pour parler de champignons. Voilà. Et je vous laisse avec ce dernier dessin que j'ai fait.
et qui paraîtra donc dans la lettre de l'arboriculture. Donc c'est un peu l'édition spéciale champignon-arbre. Donc voilà, si vous voulez un peu aller plus loin que ce que je suis en train de dire maintenant, et ben je vous invite largement à lire cette lettre de l'arboriculture. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop chiant, j'ai pas parlé trop rapidement. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne journée.